Le débat politique du Grand Soir, c'est parti. Yael Braun-Pivet est avec nous, députée de La République En Marche des Yvelines. Bonsoir et merci d'être là. Merci à Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice gauche républicaine socialiste de Paris. Bonsoir à vous. Il y a également Philippe Laurent qui est avec nous, le maire UDI de Sceaux, secrétaire général de l'Association des maires de France. Bonsoir monsieur le maire. Et bonsoir monsieur le député Aubert, Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse. Bonsoir à tous, merci d'être là. On va commencer par prendre le métro. Tiens, aller dans le métro parce qu'il y a un mouvement ce soir, un mouvement de colère des gérants de bars qui ont décidé de monter un bar éphémère à la station Concorde pour demander à rester ouvert. Ambiance, vous le voyez ici, festive et bon enfant. Vous nous le confirmez, William Molinier, vous qui êtes sur place? Oui, absolument. Alors, c'est sur la ligne 12 à la station Assemblée nationale, le collectif Restons ouverts des gérants de bars, de restaurants, de discothèques qui organisent une action symbolique donc dans ce métro parisien pour pointer du doigt les mesures qu'ils considèrent comme absurdes prises par le gouvernement sous l'Assemblée nationale, donc à cette ligne 12 pour dénoncer, disent-ils, le fait que seuls 46 députés ont voté la prorogation du régime post-état d'urgence sanitaire jusqu'à avril prochain. Vote dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Texte qui permet donc au préfet de prendre ces mesures de fermeture. Voilà le quai de la ligne 12 transformé en bar éphémère avec platine, cocktail et des tables donc installées pour cette manifestation alors symbolique parce que effectivement seule une quinzaine, vingtaine tout au plus de personnes sont là, mais c'était une action symbolique donc du collectif Restons ouverts. Merci beaucoup William. Alcool à consommer bien sûr avec modération. Yael Braun-Pivet, vous les avez croisés en venant, non? Vous n'êtes pas venu pas venu en métro? Pas ce soir, je les ai pas vus, mais bon, je vois que c'est bon enfant, donc. C'est bon enfant, mais il y a de la colère et de l'amertume forcément. Je les comprends. C'est douloureux, c'est difficile pour tout le monde. C'est bien évidemment très dur pour eux. Après la prorogation de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, malheureusement, est inéluctable compte tenu de la situation épidémiologique. On n'a pas le choix, il faut les accompagner bien sûr, il faut prendre des mesures strictement nécessaires et les limiter dans le temps strictement nécessaire. Malheureusement, il y a effectivement des lieux qui sont plus contaminants que d'autres et donc il faut être extrêmement vigilant et il faut bien sûr les soutenir, les accompagner parce que c'est dur. On n'a pas le choix, Julien Aubert, ou on peut être un peu plus souple quand même, comme on l'a été avec les restaurants d'ailleurs. La souplesse, la difficulté, c'est la règle à géométrie variable. Regardez moi je connais un peu mieux Aix-Marseille, regardez, on annonce la fermeture, une semaine plus tard on dit finalement on peut réouvrir, mais c'est pas encore officiel. À Paris on va vous dire les bars oui, mais les restaurants non. Parce que les Français aiment l'égalité et ils aiment aussi la simplicité, la clarté. Et la difficulté, c'est que pour une règle qui vient impacter drastiquement, je dirais, le modèle économique de ces entreprises, ils ont besoin aussi d'être certains quelque part, que ce qu'on leur impose est effectivement utile, nécessaire, indispensable. Et là, ils n'en sont pas sûrs, quoi. Mais pas du tout, parce qu'il y a tellement de messages brouillés, il y a tellement des différences de situations, des situations objectivement égales, qu'on traite différemment. Moi, les Marseillais, quand ils sont passés en fermeture, et qu'ils disaient, mais à Paris, vous êtes en super écarlate, et pourquoi alors à Paris, on ne fait pas? Donc tout ceci n'aide pas à la prise de décision. J'en profite d'ailleurs pour dire que sur l'état de prorogation d'urgence sanitaire. Moi, je regrette que ce vote, auquel je n'ai pas pu participer d'ailleurs, ait été entre le jeudi et le vendredi, parce qu'on voit bien que c'est un sujet qui interpelle les gens. Et encore une nouvelle fois, on nous dit, voilà, vous étiez 46 en hémicycle, donc ça ne vous intéresse pas. Et je pense que c'était une erreur, si vous voulez, de le mettre en décalé à un moment donné où beaucoup de provinciaux repartent dans leur circonscription. Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes aux côtés de ces gérants de bars qui font de la résistance ce soir? Écoutez, en tout cas, je pense, comme mon collègue, que la première des choses, c'est qu'on ait des attitudes comparables selon des situations comparables. Et c'est vrai que ce brouillage entre l'attitude qu'il y a eu à Marseille, l'attitude qu'il y a à Paris, c'est le premier point qui pose problème. Le deuxième point qui pose problème, c'est que on n'a pas une étude précise sur ce que sont les clusters. Où sont-ils réellement? Quelle est la part qui procède des bars? Ce qui est vrai, c'est qu'on peut imaginer que les gens ayant bu le soir, sont plus, entre guillemets, détendus, etc. Néanmoins, il y a des clusters dans les écoles, il y a des clusters dans les universités, et ça donne le sentiment qu'on focalise tous sur les bars. Troisièmement, je pense que les mesures d'accompagnement économique
et financières ne sont pas suffisamment précises pour rassurer les propriétaires et les salariés de ces bars de la certitude qu'ils vont pouvoir sortir de cette phase. Or, c'est quand même ce qu'on leur doit à partir du moment où on décide de les fermer pour des raisons d'intérêt général. Et enfin, contrairement à ma collègue, je ne crois pas que la prolongation de la procédure d'urgence sanitaire soit nécessaire, mais on avait déjà eu ce débat au Parlement dans la phase de création de cette structure, puisque nous pensons que les textes en l'état sont de nature à permettre des actions de protection de nos concitoyens. Philippe Laurent, vous avez fermé les bars aussi dans votre ville ou pas? C'est pas moi qui les ferme. Non, bien sûr, mais bon, vous les avez vus tirer le rideau, en tout cas. Oui, écoutez, d'abord, je voudrais dire que cette fois-ci, les choses se sont un peu mieux passées que les fois précédentes, notamment pour Marseille, pour les mesures qui ont été prises pour la région parisienne, puisque nous avons eu des discussions. Moi, j'avais eu l'occasion d'en parler au Premier ministre dans le cadre d'une rencontre avec l'AMF jeudi dernier. Il y a eu des discussions avant même que les mesures ne soient annoncées avec les préfets. Ils vous ont entendu, quoi. Oui. Alors, il y a encore un problème de précision. Et bon, parce que en fait, on parle des restaurants, des bars, des cafés. Enfin, tout ça, c'est pas la même chose. Et ça n'est pas, c'est pas la même chose. Quand vous avez, par exemple, au comptoir, des gens qui se pressent, là, on peut penser quand même c'est un peu problématique. Quand vous avez des gens qui sont assis, même si ils ne mangent pas, s'ils consomment, boivent un café, etc., dans des tables qui sont distanciées, etc., ça pose, à mon sens, beaucoup moins de problèmes. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le préfet encore tout à l'heure. Il faut absolument qu'on précise ça, parce que vous avez des endroits qui sont un peu tout. Et donc, il faut sans doute qu'ils interdisent, par exemple, la présence au comptoir, mais ils peuvent permettre la prise de consommation à table, vous voyez. Donc, c'est pas encore suffisamment précis. Ceci étant, je partage tout à fait ce que vient de dire Madame Lienemann sur la nécessité de compenser totalement. C'est une question de solidarité nationale, parce qu'en réalité, c'est une mesure qui est prise donc à leur encontre, mais pas contre eux. C'est pas parce qu'ils ne sont pas spécialement responsables. Donc c'est une mesure de salubrité. Moi, je pense que c'est une mesure de santé publique. Et je pense qu'il faut le faire parce que on a trop vu et c'est pas et même les gérants eux-mêmes n'arrivent pas forcément à faire respecter le minimum de discipline, et ça se comprend d'ailleurs. Et donc par conséquent, il faut que cette compensation soit vraiment totale. Ça c'est quelque chose qui en effet n'est pas encore suffisamment clair. Je pense que c'est l'intention du gouvernement, mais il faudra le dire encore plus clairement. Christiane Thibault est avec nous. Elle est la vice-présidente du GNI Région Sud, PACA, justement, au cœur de ce combat. Vous avez entendu ce qui s'est dit sur ce plateau, Madame Thibault. Est-ce que les compensations, elles vous semblent encore loin du compte ou pas? C'est-à-dire que les compensations, effectivement, comme disait monsieur, certaines ont déjà été formulées lors de notre rencontre, effectivement, avec monsieur le Premier ministre et le préfet des Bouches-du-Rhône, donc, qui ont été un petit peu entendues, mais pas suffisamment. Et là, effectivement, par contre, nous, notre président Didier Chenet est déjà en train de travailler avec l'ensemble des ministres afin de compenser justement ces 15 jours de perte de chiffre d'affaires. Est-ce que vous êtes prête à faire des concessions comme les restaurateurs? Est-ce que vous comprenez que les restaurateurs, on les autorise à recevoir du public s'ils restent assis, alors que vous dites, mais nous, si nos clients, ils restent assis, c'est la même chose? De toute façon, je pense que dans les bars, effectivement, déjà avec le protocole sanitaire, les bars ne recevaient absolument personne autour du comptoir. Donc déjà, c'était une chose. Hein. Je pense qu'ils avaient bien compris qu'il était tout à fait, ils n'avaient pas le droit de mettre quoi que ce soit autour du bar et que les gens devaient rester assis. Ça, c'est déjà une chose. Par contre, je suis un peu d'accord pour dire qu'on stigmatise constamment les restaurants et les bars, où le virus n'est pas forcément à cet endroit, parce que là, en faisant les fermetures, les jeunes s'en vont ailleurs, hein, on le voit un peu partout, dans les parkings, dans les Airbnb, et tout le monde fait la fête, et là, il n'y a aucune surveillance et aucun contrôle. Et on a vu ça effectivement aujourd'hui dans le Parisien, notamment, il y a une double page là-dessus qui raconte ces fêtes avec des dizaines et des dizaines de personnes en espace confiné. Dites-nous, Madame Thibault, il y a eu des informations un petit peu contradictoires. On a cru comprendre que le préfet des Bouches-du-Rhône allait peut-être ouvrir un petit peu les vannes, si j'ose dire, et vous autoriser à réouvrir sous condition. Qu'en est-il? Est-ce que ce ne sont que des rumeurs infondées ou pas?
Je pense qu'il doit réfléchir. Le problème, c'est que la situation est identique à Paris. À Paris, ils sont fermés. Donc, je pense qu'il a dû réfléchir et se dire il faut réfléchir aussi bien à Paris qu'à Marseille. Donc, si Marseille si on fait des concessions sur Marseille, il faudra également les faire sur Paris. Qui ont exactement le même problème. Ouais, merci beaucoup Christiane Thibault pour avoir été ce soir avec nous. Vous restez d'ailleurs sur LCI, le débat politique revient avec notamment la loi sur le séparatisme ou la loi sur la laïcité plutôt, puisqu'elle a changé de nom aujourd'hui. On va essayer d'y voir plus clair. À tout de suite. La suite du débat politique du Grand Soir, toujours avec Marie-Noëlle Lienemann pour la gauche républicaine et socialiste, avec Yael Braun-Pivet pour la République En Marche, avec Philippe Laurent pour l'UDI et avec Julie Robert pour les Républicains. Plusieurs députés autour de cette table. Il y a eu aujourd'hui à l'Assemblée un échange houleux à propos de la loi sur le séparatisme qui a été rebaptisée loi laïcité aujourd'hui. Échange musclé notamment entre Alexis Corbière et le ministre Gérald Darmanin. Regardez. Vous répétez des mots qu'ensuite vous peinez à définir, tel le séparatisme, puisque vous l'avez abandonné dans le titre de votre futur projet de loi. Ainsi, vous contournez les problèmes sociaux et sanitaires qui déchirent notre pays en saturant l'opinion d'une question obsessionnelle, l'islam, l'islam, l'islam. Certains ont évoqué le réveil républicain. Malheureusement, je crains que vous soyez dans le déni. Je ne m'excuse pas qu'un parti comme le vôtre, qui a dénoncé pendant longtemps l'opium du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. Ce que nous faisons, ce n'est pas simplement manifestement de gêner quelques islamistes radicaux, mais quand j'entends vos propos et celles du président Mélenchon, je sens qu'on gêne aussi beaucoup de votre corps électoral. C'est une loi contre l'islamo-gauchisme, Marie-Noëlle Lienemann, ou pas ? Non, mais moi, je pense qu'il délire, là. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas en quoi Jean-Luc Mélenchon est islamo-gauchiste. J'ai écouté très attentivement son discours sur la République. Sur la créolisation, on avait l'occasion d'en parler ici, c'est-à-dire une créolisation culturelle. Et par contre, les piliers de la République sont immuables. Donc, d'ailleurs, on voit bien l'embarras de changer de nom. Montre bien l'embarras. Moi, je pense qu'il y avait alors, je le dis tout net, il y a toute une série de mesures préconisées par le président Macron que j'approuve. Moi, personnellement, ça fait des années que je me bats pour rendre l'école obligatoire, pas seulement l'instruction. Je me suis battue, j'ai toujours déposé des amendements. On me disait que j'étais une infâme collectiviste qui voulait encadrer, avec évidemment des dérogations possibles, exceptionnelles, motivées, parce qu'il y a des enfants pour X raisons, etc. Donc il y a ça, par exemple, personnellement, je suis favorable. Oui. Je reçois d'ailleurs beaucoup de protestations qui ne viennent pas du tout des gens de l'islam. Je suppose que vous aussi, chers collègues. La deuxième chose que je trouve très positive, c'est l'idée de dire que on ne peut pas dire sous prétexte, alors là c'est peut-être un désaccord que j'ai parfois avec certains de mes amis de la France Insoumise, c'est pas parce que la religion et l'État n'ont rien à faire ensemble, quand même quand on a un problème de fonctionnement d'une religion émergente, comme c'est le cas de l'islam en France, je trouve que veiller à ce qu'il y ait une formation en France d'imams français respectant le cadre de la République me paraît une bonne chose. Que ce ne soit pas l'État qui définisse le cadre, qu'il demande à une structure censée représenter la diversité du monde musulman de le faire, de veiller au grain que derrière les apparences, ce ne soit pas détourner les valeurs de la République, me paraît correct. Quand on dit par ailleurs que les associations doivent se référer à des chartes de bonnes pratiques laïques, au sens de l'intérêt général, etc. Moi, je suis pour toutes les associations. Et s'il y en a une, et je l'ai fait quand j'étais maire. Donc vous n'auriez pas tapé sur cette loi comme l'a fait Alexis Corbière tout à l'heure. Ce que je tape, c'est que je pense qu'il y a des mesures qui, individuellement, sont bonnes. Et d'autres qui, individuellement, avoir donné une idéologie à toute une série de ces mesures, au nom du séparatisme, ce qui n'est pas la même chose, parce qu'il y a aussi du séparatisme dans certaines régions de notre pays, qui est moins fort. Alors, il change le nom. Donc, oui, mais en changeant, et même la laïcité, par exemple, quand vous dites, ce serait bien qu'il y ait plus d'enfants qui apprennent l'arabe à l'école publique. Oui.
ou à l'université, qu'on valorise la connaissance et la compréhension de la civilisation arabe avec ce regard du siècle des Lumières, parce qu'il y a eu aussi un apport de l'islam à toute une série de la pensée des Lumières. Je suis très pour. Mais quand vous commencez à mettre tout ça dans un paquet pour avoir l'air de dire qu'idéologiquement, c'est comme ça que vous allez combattre un fléau qui n'est pas qualifié et qui n'est pas que apprendre l'arabe, c'est pas de la laïcité. Je trouve que c'est de la confusion qui donne du grain à moudre à ceux qui, justement, veulent utiliser la stigmatisation pour refuser la laïcité. Pourquoi vous avez changé de nom ? La stigmatisation. Ouais. On n'a pas changé de nom. Moi, ce qui m'intéresse, et vous avez tous écouté le discours du président de la République, et très clairement, c'est un discours pour la République, pour les valeurs de la République et pas contre certains qui sont sur notre territoire. Est-ce que ça ne mène pas de la confusion ? Je ne crois pas. Aujourd'hui, on a déjà un projet de loi qui n'est pas finalisé, qui n'a même pas été déposé au Conseil d'État, qui n'a pas été validé en Conseil des ministres, qui n'a pas voté. Tout n'est pas de la loi. Donc, on parle d'un projet de loi qui peut-être aura son nom, qui changera un certain nombre de fois. Et il faut savoir... C'est une petite anecdote, mais c'est technique, mais pas tant que ça. À l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est pareil. Quand il s'agit de baptiser un texte de loi, c'est le dernier amendement qu'on prend. C'est pas le premier. On pourrait se dire c'est le premier amendement parce que de ce titre découle la loi. Et en fait, c'est à la fin de la loi. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de savoir ce qu'il y a dans la loi avant de la baptiser, avant de la qualifier. Donc là, moi, j'ai envie de dire aussi, ne nous attachons pas à un nom qui va peut-être encore changer 10 fois. Ce qui est important, c'est le contenu de ce texte. Et le contenu, vous l'avez dit, on peut se rejoindre, je pense, sur un certain nombre de mesures. Moi, j'ai trouvé que c'était un discours extrêmement fort, justement, pour les valeurs de notre République, pour ce qui nous rassemble, qu'il n'est pas là pour stigmatiser. Et qu'en revanche, le président a nommé les choses et a nommé effectivement cet islamisme radical qui existe, qu'il ne faut pas nier, qu'il faut combattre, mais ça n'est pas le seul objectif, à mon sens en tout cas, de ce projet de loi et de ce projet en lui-même. Est-ce que Julien Aubert, vous avez l'impression qu'en disant comme ça, on va écrire le projet de loi en marchant, on risque un peu de le vider de sa substance ? Est-ce que c'est une crainte que vous avez en tout cas ? Déjà, moi, si vous voulez... ça m'insupporte les débats du Larousse ou du petit Robert pour savoir si on est dans un monde sauvage ou barbare, si c'est la laïcité. Je ne suis pas maître Capello, donc j'apprécie assez peu, si vous voulez, la méthode de Gérald Darmanin, consistant à se battre sur les mots et pas sur le fond. Deuxièmement, les mots ont quand même un sens. La laïcité renvoie à la religion. Et je maintiens que le problème n'est pas la religion musulmane. Si on ne veut pas donner l'amalgame, alors dans ce cas-là, il ne faut pas renvoyer un mot qui renvoie à la place de la religion. Le problème, c'est l'islamisme. Donc moi, je l'aurais appelé texte de loi contre l'islamisme. Parce que c'est ça le problème. Ce n'est pas le séparatisme breton, ce n'est pas le judaïsme radical, c'est l'islamisme. Et donc j'aurais mis dans mon yaourt uniquement, je laisse l'étiquette de côté, j'aurais mis uniquement des ingrédients qui me permettent de lutter efficacement. Par exemple, l'arabe à l'école, je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'on apprenne l'arabe comme l'anglais, comme l'allemand au collège, au lycée, c'est parfaitement normal, ça fait partie de l'ouverture. À l'école, on apprend le français. Si on veut ça, d'abord prioritairement, avant d'enseigner les autres langues. Si on veut s'intégrer, si on ne veut pas renvoyer aux gens, je dirais aux jeunes, on veut les renvoyer à leurs origines. Si on ne veut pas d'une société multiculturelle, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la créolisation, qu'il s'agisse de créolisation ethnique, la République, elle a toujours été multiethnique. On est un pays avec d'ailleurs des dom-toms, etc. En revanche, pour moi, la République, je combats pour une République uniculturelle, avec une culture nationale et une langue qui est le français. Et donc, par conséquent, je ne suis pas d'accord, et je ne pense pas d'ailleurs que ça nous permette de lutter contre l'islamisme. Ensuite, il y a des effets de bord. Il y a des... Pardon ? Comment vous définissez la culture nationale ? Parce que vous savez, notre culture, elle est née d'un mélange culturel permanent. La culture nationale... Donc la langue, pour moi, c'est vital. La culture nationale, c'est de penser que nous sommes les héritiers de Victor Hugo, mais aussi de Bossuet. De Charles Maurras. Que nous avons une... Mais attendez, nous avons dans notre histoire des pages claires, des pages sombres, des pages grises. On doit tout connaître. On doit tout lire. On doit tout lire pour comprendre. Mais oui. Mais moi, si vous voulez, les gens qui veulent réécrire l'histoire, si on ne lit pas Maurras, on ne peut pas comprendre l'histoire de la Troisième République. Philippe Laurent. Oui, moi je trouve que le débat qui s'engage est intéressant, important, et
il est important qu'il s'engage ce débat parce que tout était dit sans être dit. Là, je crois que c'est un moment de commencement, en fait. Oui, c'est un moment de commencement. Je trouve que des choses ont été dites aussi bien par le président que par le ministre de l'Intérieur dans le JDD avant-hier, qui sont des mots importants. Et le mot séparatisme n'était pas le bon mot, naturellement. Le mot laïcité non plus, d'ailleurs, il ne qualifie pas très bien parce que... Aussi, vous auriez mis texte de loi contre l'islamisme. J'aurais mis un texte de loi pour la République. Mais on est d'accord. Mais bon... on va lui trouver un pas nom, forcément la République en marche, la République tout court. Pour la République, pour les valeurs de la République, un texte de loi qui nous unifie et non pas qui nous divise. Il y a des choses à faire. Donc, un certain nombre de mesures qui sont proposées vont dans le bon sens. L'école, la question des mariages forcés, etc., pour lequel il faut aller encore plus loin que ce qui a été proposé par la ministre déléguée. Nous allons, l'Association des maires de France, nous allons publier donc un texte avec des propositions très rapidement dans les jours qui viennent, parce qu'on a déjà un corpus. On va publier donc ce texte qui dit, je crois bien, ce que proposent les maires de France dans leur diversité, naturellement. On a déjà une base de travail qui avait été établie dans un livre blanc qui était sorti il y a quelques années, que nous allons enrichir. Voilà, donc je pense qu'il faut que les maires soient présents dans ce débat. Regardons quelques-unes des mesures annoncées par Emmanuel Macron et que Gérald Darmanin devrait donc reprendre dans le projet de loi. Neutralité du service public, naturellement. Respect des valeurs républicaines par l'éducation et de l'orthographe sans le S à respect. Mettre fin à la scolarisation à domicile, on en a parlé. L'interdiction des certificats de virginité. Bon, voilà, ce sont quelques-unes des mesures, mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres. On est avec Michel Auboin, qui est ancien inspecteur général de l'administration, auteur notamment de 40 ans dans les cités. Bonsoir Michel Auboin, merci d'être avec nous. Vous êtes un grand connaisseur évidemment de ces questions depuis longtemps. Est-ce que ces mesures vous semblent suffisantes pour régler le problème ou pas ? Ce qui est important, c'est que on a franchi un pas qui est assez considérable, c'est-à-dire que pour une fois, on a un discours qui est cohérent et avec un objectif qui paraît clair et même une formulation elle-même qui est assez limpide. Ensuite, en termes de mesures, la formulation, elle vient de changer. Pardon ? La formulation, elle vient de changer. Enfin, vous dites c'est rapide. Oui, mais je dis simplement, c'est que pour une fois, on a cité l'objet de la réforme et c'est pas mal. Moi, j'ai pas de problème. Enfin, j'ai le même problème que vous tous, globalement sur la sémantique. Ouais. Moi-même, depuis le début, je sais pas comment on doit appeler les quartiers sur lesquels je travaille. Je sais pas pourquoi on les appelle les cités. Je ne sais pas pourquoi on appelle le séparatisme, qui avait pas beaucoup de sens, à vrai dire. Tout le monde l'a compris. Donc j'ai la même difficulté que tout le monde. Et à un certain moment, on a tous ce problème de vocabulaire, peut-être qu'il faut inventer un nouveau vocabulaire juridique qui permette de traiter ces questions. La question là, c'est fondamentalement la question de la norme, c'est-à-dire ce qui est autorisé dans un pays comme le nôtre et ce qui n'est pas autorisé. Ouais. Et là où on est en difficulté, on le voit bien, c'est que notre norme commune, celle que tout le monde admet sans toujours le dire d'ailleurs, s'oppose à une autre vision des normes, une autre hiérarchie des normes qui petit à petit s'est implantée en particulier dans les quartiers sur lesquels je travaille, mais pas uniquement, qui porte une façon de voir la société qui choque non pas nous-mêmes, mais l'ensemble des valeurs qui se sont construites au fur et à mesure de notre histoire, et ce d'ailleurs depuis très longtemps. Sur quel point, Michel Auboin, sur quel point ce projet vous semble-t-il insuffisant ? Par exemple, c'est pas qu'il est insuffisant, mais par exemple sur la scolarité, moi j'en avais parlé dans mon livre, la scolarité à domicile, on voit bien, a été dévoyée, puisqu'en fait, le problème, c'est pas que des parents qui enlèvent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas la possibilité de les scolariser, mais qui font l'école sur un bateau, j'ai connu ça dans le Pacifique, etc. Tout ça a été autorisé par la loi depuis 1881. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand on contourne cette règle de la scolarité, enfin cette possibilité de la scolarité à l'école, pour créer dans des appartements, dans des quartiers où il est très difficile d'inspecter, des écoles à vocation religieuse. Là, on est sorti totalement du cadre. Alors, je pense que
le vrai problème, c'est pas qu'on scolarise des enfants à domicile, parce qu'après tout, il y a des tas de parents qui ont la capacité d'élever leurs enfants et d'éduquer leurs enfants, pardon. Ils ont tous la capacité d'élever, mais d'éduquer les enfants à domicile, au moins pendant un certain temps. La question, c'est quand cette éducation se fait non pas chez le parent, mais par des tiers. Moi, j'ai vu un cas, par exemple, d'une enseignante du public, musulmane militante, ouvrir une école de ce type dans un quartier et regrouper autour d'elle dans un appartement des élèves qui avaient été déscolarisés. Ouais. Ça, franchement, c'est ça qu'on vise. Et d'une certaine façon, en ne le disant pas très clairement, on va mettre en difficulté peut-être d'autres types de parents. Je pense qu'il vaudrait mieux dire les choses de façon claire. Ouais. On n'autorise pas les enseignements sur une base religieuse dans des lieux qui ne sont pas contrôlés par les institutions. Alors derrière, vous allez me dire, oui, mais comment on contrôle? Et ça, c'est le problème que pose pas la loi. Oui, mais comment on contrôle? Est-ce qu'on va mettre en place enfin une institution, une administration auprès des préfets dans les départements qui puisse collaborer avec les maires et qui soit chargée de veiller à ce que les règles s'appliquent partout où la religion a tendance à dépasser les bornes normales qu'on lui assigne pour s'introduire dans la vie de la société tout entière. Merci beaucoup Michel Auboin pour avoir été avec nous ce soir. Julien Sanchez. Moi, c'est Julien Aubert. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Non, mais c'est intéressant. D'abord sur la religion. Bon, sur l'enseignement, c'est vrai que aujourd'hui, on touche à quand même un grand principe qui date de Jules Ferry et qui va donc toucher des gens qui ne sont pas concernés et qui se retrouvent quelque part punis parce que l'État n'a pas su enrayer un processus de constitution d'une éducation nationale parallèle. Bon. Et donc, effectivement, là où il a raison, c'est que si on ne met pas les moyens ensuite pour contrôler derrière. Bon. Et puis, deuxièmement, il y a la question de l'idéologie. Moi, je n'aime pas dire la religion parce que, en réalité, ce qui est embêtant, c'est qu'on enseigne à des enfants l'idée que l'islam est supérieur à la loi de la République. Mais on a un deuxième problème, c'est une norme collective sociale qui, à partir du moment où elle devient la norme reconnue comme légitime par le plus grand nombre, dans certains endroits ethnicisés, eh bien, est très difficile à combattre par la loi. Et il y a un grand absent dans ce texte, c'est évidemment la question du voile. Moi, je passe sur Avignon, vous avez des quartiers où 2 femmes sur 3 sont habillées comme en Arabie Saoudite. Donc la question que je pose, c'est que demain, vous voulez combattre l'islamisme... La burqa est interdite. Non, mais la burqa est interdite, le voile couvert, d'accord. Donc vous avez, un, on ne le fait pas respecter. Oui, ben voilà. Et deux, effectivement, vous avez quand même celle qui laisse uniquement le carré, mais qui, manifestement, si vous voulez, représente, et en plus avec le masque, représente, si vous voulez, pour les gens, je dirais, tous ceux qui ne sont pas familiers, pour eux, ce sont des gens qui s'habillent comme des guerriers de Daesh, et ça pose un vrai sujet. En fait, qu'on interdise le voile complètement? Non, moi je pense que nous avons besoin effectivement d'un vrai débat sur la question de cette question terriblement urticante de l'habit. Et s'il faut aller pour plus d'interdiction dans ce domaine, oui, parce que je pense que c'est une forme de séparatisme. Vous êtes pour l'interdiction du voile en France aujourd'hui? Pas dans la rue, mais vous êtes prêt à aller sur cette bataille-là dans les universités, dans les administrations. On est prêt à discuter de tout. Pour les usagers du service public, oui. Maintenant, pas dans l'espace public. Concernant les écoles, moi je voulais revenir là-dessus. Ce qui est effectivement et ce qui existe dans certains quartiers, c'est des écoles qui sont complètement en dehors de toutes les lois de la République. Et on voit, moi j'étais encore aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, on voit des petites filles qui ne sont pas scolarisées, qui sont scolarisées dans des écoles clandestines, qui portent le voile, etc., alors qu'elles n'ont pas 6 ans. Oui. Donc ça, effectivement, il faut lutter de façon implacable le port du voile contre des mineurs, ça. Par exemple, c'est un sujet sur lequel on pourrait ouvrir un débat. Évidemment. Maintenant, de toute façon, je pense qu'il faut débattre de tout. Il n'y a aucun sujet qui soit tabou. Maintenant, je ne crois pas aujourd'hui que le sujet qui pose difficulté, ce soit le port du voile des femmes en France aujourd'hui. C'est un problème politique. Marie-Noëlle Lienemann. Premièrement, je voudrais rappeler que les premières idées de rendre l'instruction obligatoire, l'école obligatoire et pas seulement l'instruction, est venue de débats au sein de la Miviludes, je crois, qui est l'organisme contre les sectes. La première fois que cette idée est née, c'est qu'on a vu qu'il y avait effectivement des gens qui étaient détournés de trucs, et même au nom de l'éducation par les parents. Donc, moi, je pense que la règle doit être que on va à l'école et que la dérogation... Vous êtes beaucoup sur l'école. Est-ce que, honnêtement, on est vraiment sur le cœur du problème et qu'il y a juste cette question-là, une fois qu'elle sera réglée, il n'y aura plus de problème d'islamisme en France? Non, mais c'est très important parce qu'il y a un effet rebond. Évidemment, aujourd'hui, peut-être pas, mais dans quelques années, ça risque d'être un gros problème. C'est l'éducation de nos enfants. D'ailleurs, je trouve que dans les faiblesses
des propositions, parce que le président a l'air très content de tout ce qu'ils font dans les quartiers. Moi, personnellement, je pense que on est loin de ce qu'il faut faire. Pour vous, il faut aller plus loin sur le voile, par exemple, pour vous? Non, sur le voile, je pense que la loi de 1905 est claire, et la loi d'interdiction de la burqa l'est aussi. Je ne suis pas d'accord sur l'université, puisqu'on considère dans la loi de 1905 qu'on protège l'enfant contre l'obscurantisme et qu'au sein de l'école, les enfants doivent être dans une situation où il n'y a pas de Mais après, c'est différent. Mais après, c'est la si on remet en cause Jules Ferry, on peut remettre en cause... Mais ça n'est pas Jules Ferry. Je vous rappelle qu'il y a eu un gros débat puisqu'on a rendu interdiction de porter la soutane. Philippe Laurent. Oui. Et que c'est Vichy qui l'a remis et que le général de Gaulle, en 1945, n'a pas repris l'interdiction de la soutane. Je crois qu'il l'avait porté. Comment? Oui, c'est le chanoine Kir qui l'avait porté. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut faire très attention non plus à ce genre de choses. Et il faut y aller pour être efficace. Pour être efficace, il faut convaincre. Il faut convaincre la masse de tous les Français, et notamment ceux de religion musulmane, que leur place, c'est dans la République. Et que ce n'est pas en soutenant des choses inacceptables que ça va s'améliorer. Marine Le Pen qui était reçue aujourd'hui par Gérald Darmanin. Évidemment, nous participerions tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat avec Stéphane Ravier à l'élaboration de ce texte qui nous apparaît très important dans ses objectifs, mais qui nous semble encore enregistrer des défaillances, peut-être des manques, très certainement des oublis. Sûrement volontaire d'ailleurs, je pense bien entendu à tout ce qui concerne la politique d'immigration. Philippe Laurent, est-ce qu'elle a raison de lier le sujet de l'immigration avec le sujet de l'islamisme? Non, je ne pense pas aussi directement que ça. Parce qu'en réalité, l'islamisme s'est installé depuis déjà longtemps dans notre pays. Alors il s'est peut-être installé suite à de l'immigration précédente, mais c'est deux choses qui sont quand même très différentes. Là, on est en face. Qui se nourrissent pas l'une l'autre, parce que c'est ça qu'elle dit en fait. Je ne suis pas capable de répondre à cela. Des imams étrangers qui sont radicaux, qui doivent venir à l'étranger. Justement, d'où tout le volet du projet de loi sur la formation des imams, sur le financement, etc., pour justement avoir une structuration en France. Moi, je crois que ce texte, donc la discussion autour de ce texte va tourner autour de nouvelles possibilités et de nouvelles règles qui vont être fixées dans le cadre républicain. Après, la vraie question, on l'a dit, mais la vraie question, c'est la question du contrôle de l'application de tout ça. C'est très difficile parce que, vous savez, je pense que dans les communes où il y a donc ce type d'école qui existe, etc., ça se sait, on sait que ça existe. On ne peut pas toujours le voir. Les grandes tailles des villes. Non, mais oui, mais il y a des gens qui ont responsabilité, qui savent que ça existe. On ne va pas toujours le voir parce que c'est compliqué, etc. Donc après, il faudra beaucoup de détermination et beaucoup de courage aussi pour faire appliquer cela. Je prends un exemple sur les mariages. Et pour conclure là-dessus, oui. Oui, non, mais sur les mariages, parce que bon, quand on a une suspicion de mariage arrangé, de mariage blanc, on reçoit les impétrants, etc. On fait un rapport au procureur, et la plupart du temps, il n'y a pas de réaction. Non pas parce que le procureur ne veut pas réagir, c'est parce qu'il n'y a pas le temps. Parce qu'il n'a pas le temps, ou bien parce qu'il sait qu'il sera peut-être déjugé ensuite par le tribunal administratif. Ça arrive beaucoup. Ça peut arriver aussi, moyennant quoi on est obligé de célébrer un mariage auquel on ne croit pas du tout. Ouais. Alors, ça fait partie du système. Il y a également une proposition sur le RSA qui a été faite, alors qui n'a rien à voir avec ce projet de loi, mais je voudrais qu'on en dise deux mots parce que ça fait évidemment beaucoup réagir. C'est une proposition de la vice-présidente du conseil départemental de l'Allier qui souhaiterait que les allocataires du RSA puissent remplir les emplois non pourvus sur la base du volontariat. C'est une proposition qui revient sur le tapis à cause de l'augmentation des budgets face à la crise. Nivine Potros nous a rejoint. Dites-nous quelle est l'évolution des choses sur ce plan, Nivine. Eh bien, écoutez, en un an, les dépenses de RSA, elles ont augmenté de 9,2%. Et encore, là, on parle seulement d'un petit échantillon d'à peine 15 départements à l'échelle nationale. Cette progression, elle pourrait être encore beaucoup plus importante. Et dans le détail, par exemple, pour le département de la Corrèze, le nombre d'allocataires a bondi de 16,7% entre avril
et juin. Autre exemple dans le Loir-et-Cher, cette fois, c'est 14% d'allocataires en plus en seulement un an. Dernier exemple dans les Bouches du Rhône, avec 11% de bénéficiaires du RSA supplémentaires entre août 2019 et janvier 2020. À l'échelle nationale, avant la crise du Covid et donc le confinement, on était à 1,9 million de foyers bénéficiaires du RSA. D'ici la fin de l'année, on pourrait augmenter et atteindre ce chiffre de 2,1 millions de bénéficiaires. Et forcément, ça va coûter très cher aux départements, car c'est eux qui financent le RSA. Certains départements souhaitent donc une contrepartie à ces aides. C'est déjà le cas, ça existe déjà dans le Haut-Rhin. Par exemple, depuis 2017, les allocataires doivent faire 7 heures de bénévolat par semaine pour pouvoir toucher ces aides. Et c'est Annie Corne, merci beaucoup Nivid, qui porte cette proposition et qui est avec nous. Merci beaucoup de nous répondre ce soir. Alors, c'est une expérimentation en fait que vous proposez. Expliquez-nous en quoi ça consisterait exactement. Alors, d'abord, il ne s'agit pas de les forcer, n'est-ce pas, hein. Je tiens vraiment à revenir là-dessus parce que j'entends dire qu'on va les obliger. Alors moi, c'est sur la base du volontariat, bien évidemment. Donc le département de l'Allier, effectivement, souhaite soumettre une proposition de loi d'expérimentation pour permettre aux bénéficiaires de RSA qui le souhaitent, et j'insiste encore une fois, d'occuper à temps partiel, soit 15 heures hebdomadaires que je propose, mais qui serait un maximum, qui propose donc d'occuper des emplois vacants dans les entreprises, et ça c'est après discussion avec les entreprises bien sûr, et elles seraient payées au SMIC horaire sans perdre leurs allocations diverses et variées du RSA. Voilà. Donc c'est vraiment pour faciliter et pour encourager la reprise d'activité avec les contraintes qui vont avec le regard des autres, avec les obligations. Et c'est vraiment la remise si vous voulez, en position de ces gens qui sont allocataires du RSA dans vraiment le monde économique. Pour l'instant, la loi ne le permet pas. Alors, la loi ne le permet pas, sauf dans certaines conditions et sur des courtes durées. Par exemple, dans les emplois saisonniers, vous savez, des emplois des vendanges, pendant les vendanges ou pendant certaines périodes extrêmement courtes de 2 ou 3 mois. Ouais. Ce que je souhaiterais, ce serait que cela puisse durer 12 mois et qu'on puisse expérimenter ça sur cette période-là, de façon à ce qu'après, on puisse avoir des gens qui sont déjà remis dans le cycle du travail. Vous savez, certains qui sont pourtant pas si loin de l'emploi que ça, ont perdu des habitudes de travail, des contraintes, et le regard des autres les dérange. Et tout ça va être préparé en amont par un marché savoir-être qui pourra les remettre dans le vrai monde économique et dans la fierté, si vous voulez, de vivre de son travail, tout simplement. Merci. Mais dans un premier temps, ils continueraient à toucher leurs allocations RSA. C'est ça la particularité. Merci beaucoup Annie Corne pour avoir été avec nous. Yael Braun-Pivet, est-ce que c'est une proposition que vous pouvez soutenir ou pas ? Écoutez, elle part d'une bonne intention, hein, mais les difficultés, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et moi, ce que j'aime pas, c'est le sous-entendu que ce type de démarche, aussi louable soit-elle. C'est pour remettre le pied à l'étrier, c'est ça. Alors, mais ça, c'est important. Il faut remettre le pied à l'étrier, mais il y a beaucoup de méthodes. Il y a des chantiers d'insertion qui existent. Il y a des entreprises qui travaillent sur l'insertion par l'activité économique. Il y a Pôle emploi qui existe avec des accompagnements de chaque personne qui cherche un emploi. Il y a tout. On a l'impression là que, je suis désolée, mais que cette personne découvre la lune. Moi, ça me choque un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui existent depuis des dizaines d'années. Travaillons, améliorons ce qui existe. Il y a des professionnels pour cela et ne sous-entendons pas que les allocataires du RSA... Elle a quand même beaucoup insisté là-dessus. Ouais, moi, j'aime pas ça. Excusez-moi, mais... Écoutez, moi, je suis très basique. Si quelqu'un a envie de travailler alors qu'il est au RSA, je ne verrai pas pourquoi je lui interdirai. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ah ben non, c'est pas le sujet. Il a déjà la possibilité. Qu'est-ce que c'est du volontariat ? Permettez-moi. Elle nous dit, je voudrais une loi qui permette à des gens qui sont au RSA, sur la base du volontariat, de travailler. Donc la question que l'on me pose, c'est est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre ? Ma réponse à ceci est, si quelqu'un est au RSA et il a envie de travailler, je ne verrai pas pourquoi, en dépit de tous vos arguments sur les chantiers d'insertion, etc.,
moi, j'irai lui expliquer qu'il n'a pas le droit d'être volontaire pour aller travailler. D'accord, mais on a besoin d'une loi pour ce faire. Vous croyez qu'aujourd'hui, sans loi, on ne peut pas remettre au travail quelqu'un du RSA? Mais c'est de méthodes. Allez, pas en même temps, Marie-Noëlle Lienemann. Il y a toute une série de méthodes qui permettent de faire travailler dans les entreprises des gens qui sont au RSA quand on est dans un parcours d'insertion. Par exemple, travailler à travers une entreprise d'insertion qui elle-même peut être ce qu'on appelle ADECO, par exemple, l'intérim. Les intérims d'insertion. Ça existe. Ça permet d'ailleurs, justement, quand on arrive, il y a un échec dans une expérience, de tenter une autre. Oui. Deuxièmement, pour la rémunération de la personne, il y a la possibilité d'avoir un plus du RSA à partir du moment où vous rentrez dans le travail. Et c'est plus d'1 an. Donc, il n'y a pas. Je pense qu'il y a des savoir-faire locaux à mobiliser. L'expérience territoire zéro chômeur, qui surtout pour les très en difficulté, a acquis une expérience là-dessus. Oui. C'est déjà 1000 emplois. Comment? C'est très bien, mais c'est 1000 emplois. Oui, mais d'accord, mais là, vous croyez qu'on va trouver des milliers d'emplois en plus il y en a 10 000. Il y a 10 000 emplois non pourvus dans la liste. Voilà. C'est aussi de là que vient l'idée, Philippe Laurent. Mais 10 000 emplois non pourvus, l'étude que vous avez montrée tout à l'heure... Ah oui, mais c'est l'idée. Mais montrer que les gens dans les emplois non pourvus, c'était soit qu'ils n'étaient pas compétents, soit qu'ils étaient sérieux. S'ils sont capables de prendre cet emploi, on les met à l'emploi, on l'enlève le RSA. Enfin, je veux dire... Non, je trouve que la vice-présidente pose quand même une vraie question de savoir comment on peut à la fois avoir une activité, reprendre pied dans une activité professionnelle tout en n'abandonnant pas ses droits. Bon, donc voilà. Alors bien sûr, je suis d'accord. Il y a plein de choses qui existent, et notamment les entreprises d'insertion qui fonctionnent très bien. Territoire zéro chômeur, c'est aussi quelque chose qui fonctionne, mais malheureusement, c'est encore peu développé. Moi, je voudrais juste rappeler la nécessité, de toute façon, quelle que soit la démarche, de l'accompagnement en matière d'insertion. Hein, vous vous souvenez qu'avant le RSA, il y avait le RMI. Le RMI, c'était revenu minimum d'insertion. Hein. On avait bien mis, à l'époque, quand les RMI étaient créés, on avait bien mis en parallèle la question du revenu minimum, donc le minimum pour vivre, et de l'insertion. C'était ensemble. Et c'est vraiment très important. On a un peu perdu de vue cette notion d'accompagnement entre le revenu minimum et l'insertion. On l'a un peu perdu de vue, hein, ici ou là, parce que, naturellement... même complètement perdu de vue. Le RMI était versé de toute façon. Oui, mais il y a eu quand même au début... Oui, il y a eu un travail dans certains départements assez approfondi qui a été fait, qui a été malheureusement un peu mis de côté, parce que c'est un travail qui est très lourd et qui mobilise beaucoup de monde. Enfin, toutes les réformes du RMI ou du RSA mais peut-être que si on raisonne, non pas sur l'instant ou sur l'année qui vient, mais si on raisonne sur 5 ans ou 10 ans, peut-être que ça vaut la peine d'investir, parce que peut-être que l'accompagnement d'insertion, c'est un vrai investissement. Mais il faut voir qui paye et comment on le comptabilise, tout ça. C'est ça la Surtout, il faut voir que la pauvreté ne cesse de s'augmenter et que ça, on n'en parle pas. À l'heure actuelle, les départements, je peux vous dire, un certain nombre de départements sont quand même en grande difficulté financière, avec en plus des pertes de recettes liées... des pertes de recettes fiscales liées au Covid. Depuis Macron, la pauvreté a augmenté. Ça, c'est clair. Les chiffres l'ont montré. Et deuxièmement, depuis le Covid... On a donné tous les chiffres, effectivement. Il y a eu le baromètre la semaine dernière. Voilà. Mais surtout, dans le plan de relance, là, il est urgent d'avoir un volet beaucoup plus ciblé sur la lutte contre la pauvreté qu'il n'y a pas aujourd'hui. Allez, merci beaucoup à tous. C'est l'heure du journal, le grand journal du soir avec Sylvia.